Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo en cette veille de Noël, ce point de marché. Ça sera sans doute le dernier point de marché de l'année, parce qu'a priori, je pense pas qu'il y aura énormément de choses qui auront lieu entre Noël et le Nouvel An. Ça sera une semaine écourtée en plus de 4 jours, puisque le 26 sera fermé sur les marchés. Donc ça sera le dernier point de l'année. Et sans perdre de temps, on sans perdre de temps, l'intitulé de ce point de marché, c'est toucher mais pas couler. Alors, c'était assez surprenant. Moi, j'étais assez surpris par la résilience des marchés en cette semaine qui a précédé Noël, d'ailleurs qui a été à l'image de l'année, les marchés actions, qui pour moi en tout cas ont été très résilients globalement. Alors, sans perdre de temps, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, je commence par les disclaimers, donc il faut toujours faire attention quand on parle d'investissement, c'est toujours risqué. Investir une somme d'argent, quel qu'en soit le montant, n'est jamais anodin, donc faire attention, se former, prendre le temps de parcourir les marchés ou éventuellement faire appel à un conseiller en investissement ou en gestion de patrimoine si on n'a pas le temps de se former. Donc, passé ces disclaimers, j'attaque le vif du sujet. Alors, résumé de l'actualité. Alors, une petite actualité business. Donc, a priori, il va y avoir des perdants quand même cette année. Ça va être ce qu'on appelle les opérateurs de marché, les banquiers, les traders, qui devraient voir une forte baisse de leur bonus cette année. Donc ça, je vous tire, vous pouvez voir l'article dans Boursorama. Donc les bonus de fin d'année des banquiers à Londres et New York devraient baisser de 30% à 45% par rapport à l'an dernier, selon les experts du secteur, et certains pourraient même être privés de primes alors que les transactions financières ralentissent dans un contexte économique tendu. En 2021, les bonus avaient retrouvé leur niveau de fin 2006, depuis 2006, qui a été une année très prolifique en matière de bonus pour les opérateurs de marché. J'en sais quelque chose puisque j'étais moi-même opérateur de marché en 2006 et effectivement, c'était une très très bonne année. Donc 2021 a revu le retour après la fin des mesures anti-Covid, les vaccins. On a vu les marchés fortement rebondir. Et en fait, quand on regarde sur un graphique de long terme, on voit qu'il y a une corrélation entre les bonus d'un certain nombre d'acteurs dans les banques et les compagnies d'assurance avec les performances des marchés boursiers. Et c'est pour cela que moi qui connais bien les marchés, j'ai suspecté quelque part un certain nombre d'acteurs justement de vouloir maintenir, de vouloir tout faire pour que pour que les bourses enregistrent une bonne performance en 2022 malgré tous les vents contraires. Et c'est un peu les personnes, voilà, pour ne pas citer, pour ne pas stigmatiser une catégorie, que je les ai appelés un peu les dogs de Bordeaux, c'est-à-dire, bon, en référence à l'animal, très majestueux, le dog de Bordeaux, mais très têtu. Il y a pas mal de personnes, vous verrez, parmi les intervenants sur YouTube ou dans certaines chaînes, vous verrez, dès que vous voyez quelqu'un qui est gérant action quelque part, vous savez que dans 95% des chances, il va vous dire que le marché action, c'est le moment d'entrer, c'est pas cher, etc., etc., etc. Il faut savoir que un certain nombre de ces personnes ont des intérêts financiers à ce que la bourse monte. Malheureusement, on va le voir, le pari a été perdu, parce que je ne pense pas maintenant que la dernière semaine de décembre verra les indices revenir à leur niveau de fin 2021. Le pari a été perdu, les dogs de Bordeaux n'ont pas réussi à pousser les marchés à leur niveau d'équilibre sur 2022 et cela va se ressentir sur leurs primes et leurs bonus. Donc toujours faire attention lorsque quelqu'un vous donne un conseil, donne une vision de marché, à faire attention quel est son intérêt. Voilà. J'ai pas mal critiqué les personnes qui vous parlent d'effondrement, qui comme par hasard vendent des livres sur comment survivre à l'effondrement. Là, c'est un peu pareil. Vous avez tout un tas d'acteurs qui ont intérêt à ce que les bourses montent, qui ont beaucoup d'audience. Alors ces personnes-là, alors autant les adeptes de l'effondrement sont rarement interviewés
par les chaînes mainstream, autant des personnes, des économistes, des gérants actions qui interviennent auprès de grandes banques, de sociétés de gestion, de compagnies d'assurance, ont souvent pignon sur rue, sont souvent invités par des gros médias et tendent à divulguer la bonne parole. Donc aussi faire attention à ces personnes-là. Alors l'actualité macroéconomique, il y a eu un bon indicateur de confiance du consommateur aux États-Unis. Donc ça impliquerait que la Fed pourrait continuer à monter ses taux, mais cette fois-ci, les marchés ont vu ça positivement, comme quoi finalement, c'est le verre à moitié plein, comme quoi l'économie est capable de passer outre les hausses de taux. L'actualité microéconomique, on a eu de bons résultats d'entreprises, en particulier Nike, qui ont rassuré les marchés sur la résilience d'un grand nombre d'acteurs à pouvoir surmonter les vents contraires. Néanmoins, cela ne cache pas les désagréments de grandes entreprises de la high-tech, telles que Tesla ou Amazon, qui littéralement s'effondrent en bourse. Je ferai un petit tableau, je présenterai un petit tableau en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, avec les performances de quelques grands acteurs sur cette année 2022. L'actualité monétaire, la Banque du Japon a décidé contre toute attente de monter ses taux pour la première fois depuis plus d'une décennie. Et ça, évidemment, les marchés ont d'abord été bien secoués, mais ils ont encore bien réagi. Et enfin, dernier point qui a son importance, c'est l'actualité météorologique, puisque 70% du territoire américain au moment où je vous parle est frappé de plein fouet par une tempête historique appelée une bombe cyclonique qui va paralyser le pays durant les fêtes de Noël. Alors, a priori, je ne suis pas un spécialiste de la météo, mais dans la région des Grands Lacs, on attend des températures de moins 40 degrés avec des températures ressenties dans la région de Chicago qui s'élèvent à moins 55 degrés. À ces niveaux de température, si vous balancez par exemple de l'eau bouillante du 3e étage, l'eau va se cristalliser très rapidement. Donc ce sont des températures où quelques dizaines de secondes dehors, en étant mal couvert, peut provoquer des engelures, voire même une hypothermie grave. On a évidemment des vents très violents, de fortes chutes de neige qui ont même affecté certains territoires qui n'ont jamais été habitués à de la neige, comme Houston, Dallas au Texas, voire même au nord du Mexique. On a eu des tombées de neige et ça risque de paralyser l'activité américaine alors même que des millions d'Américains font des centaines, voire des milliers de kilomètres pour participer aux fêtes de fin d'année, notamment Noël et le Nouvel An. Et donc ça, évidemment, ça peut avoir un impact sur la consommation, que ce soit la consommation de matières premières ou la consommation économique. Et malgré tout, les marchés ont très bien supporté la nouvelle. Donc à propos des marchés, on attaque les marchés obligataires. Alors au niveau des taux français, les taux français reviennent à leur plus haut niveau. Les propos de Christine Lagarde continuent à peser sur les marchés obligataires. Et là, ça devient quand même inquiétant en l'espace d'un an. Ça, c'est le graphique d'un an. Les taux sont passés de 0, les taux 10 ans français, à quasiment 3%. On est à 2,85%. On est revenu au niveau record. On est revenu au niveau de octobre. On a des taux français au plus haut depuis quasiment 15 ans. C'est vraiment énorme. On a des hausses de taux incroyables qui vont se répercuter sur les taux de crédit à la consommation et aussi sur les taux de crédit immobilier. Alors aux États-Unis, les taux ne s'emballent pas pour autant, alors qu'on a eu un discours très ferme de Jérôme Powell, mais a priori, cela avait été plus anticipé qu'en Europe, ces hausses de taux aux États-Unis, sachant aussi qu'on part d'un niveau plus élevé, puisque les taux américains ne flambent pas, certes, mais on est quand même à 3,66% pour les taux 10 ans américains, donc on a des niveaux quand même plus élevés. On a toujours aussi une courbe des taux inversée aux États-Unis qui laisse à penser qu'on pourrait avoir une forte récession en 2023. Alors, on passe sur les spreads de crédit. Les spreads de crédit, on a un spread France-Allemagne qui repasse légèrement au-dessus de 50 points de base. Les taux français montent
plus vite que les taux allemands. Le spread, c'est un écart de taux hein, entre deux zones. Là, on a l'Allemagne et la France, donc ça veut dire que les marchés ont rajouté une prime de risque spécifique à la France par rapport à l'Allemagne. Donc plus les spreads montent, moins c'est bon pour le pays en question. Donc là, on a des spreads français qui repassent au-dessus de 50 points de base. Alors rien d'alarmant, hein. Si vous regardez sur l'année 2022, on a déjà été à plus de 60 points de base. Mais on a une petite tension sur le spread entre la France et l'Allemagne. Pareil pour l'Italie, on a un spread Italie-Allemagne qui repasse au-dessus de 200 points de base. Et ça, évidemment, voilà, c'est pas forcément positif pour la zone euro, mais on n'est pas non plus à des niveaux critiques. Sur le Forex, l'euro-dollar, pas grand-chose. On est toujours en train de faire le yo-yo autour de 1,06. On n'a quasiment pas de volatilité sur le marché d'échange, en tout cas sur l'euro-dollar. Pas grand-chose à noter sur l'euro franc suisse. En revanche, sur l'euro livre sterling, on a la livre qui baisse, donc l'euro qui monte par rapport à la livre sterling, dans un contexte de forte tension sociale hein, au Royaume-Uni. On a des grèves comme on n'a plus jamais vu depuis le début des années 80, depuis les années Thatcher, avec un certain nombre de professions qui demandent des revalorisations de salaire parce qu'elles sont étranglées par l'inflation. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, on n'a pas tout ce qui est bouclier, chèque, etc. Donc, chaque hausse du gaz et de l'électricité est répercutée à 100% sur les ménages, sur les factures des ménages. Et donc, on a un certain nombre de revendications sociales, un certain nombre de professions au Royaume-Uni, comme les infirmiers, les conducteurs, les contrôleurs, qui demandent des revalorisations de salaire pour limiter la perte de pouvoir d'achat avec l'inflation. Alors, on va passer aux actions. Et là, on a quand même des surprises. Hein. Bon, alors, le CAC 40 qui a tenté de monter au-dessus des 6600 points a échoué. Hein. On a une, vous voyez, donc là, on avait la grosse zone de résistance qui, à un moment, est devenue un support. On a cassé suite au discours de Jérôme Powell et de Christine Lagarde. Et là, en début de semaine, on a tenté de faire une remontée en direction des 6600. On n'a pas réussi, hein, malgré quand même de mauvaises nouvelles. On a rebaissé, mais, le support des 6400 points semble très très bien tenir le coup et on a un CAC 40 qui rebaisse, mais finalement, qui fait preuve d'une extraordinaire résilience. Extraordinaire résilience. Euh, Là, voilà, là, on est en page journalier. Hein, regardez le CAC 40. Donc là, c'est le début de l'année, hein, fin de l'année 2021. On était à 7150 points. Tout début 2022, on tente une percée vers 7400 points. Ensuite, on a la montée des taux, la montée de l'inflation. Ici, on a le déclenchement de la guerre en Ukraine, vous voyez, la chute. On rebondit. Ensuite, on a encore tous ces problèmes d'inflation, de taux, les problèmes de matières premières, de flambée de l'énergie. Est-ce qu'on va avoir du gaz, de l'électricité? Le CAC 40, il a quand même très bien tenu le coup. Il a très très bien tenu le coup. Et ici, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à 6514 points. On ne perd que 8,5%. Regardez la perte depuis le début de l'année 2022. Elle est quand même très légère. On a eu de la volatilité, mais finalement, le CAC 40 se débrouille vraiment pas si mal du tout. Et ce qui est incroyable, ce qui est impressionnant, c'est que regardez, quand on voit la baisse du CAC 40 en septembre-octobre, on est revenu à 5500 et des brouettes. Je rappelle que c'était lié à la flambée des taux. Je reviens sur le graphique des taux, excusez-moi. Regardez, vous avez eu les taux français qui avaient flambé, hein, qui étaient remontés, qui étaient passés hein, en août hein, de 1,2 à 3%. Et c'est ce qui avait provoqué, vous voyez, cette flambée des taux, c'est ce qui avait provoqué, excusez-moi, je reviens sur le graphique, c'est ce qui avait provoqué cette chute du CAC 40 entre la mi-août et début octobre. Ensuite, les taux ont rebaissé, ce qui pourrait expliquer la remontée du CAC 40. Mais regardez maintenant, je reviens, excusez-moi pour ces allers-retours, regardez les taux, à quelle vitesse ils flambent. On est passé de 2,10
à 2,85. On est revenu au niveau de mi-octobre. Vous voyez, on a des taux qui sont au plus haut. Qu'a fait le CAC 40? Qu'a fait le CAC 40? Bah, rien. Vous voyez, on a une petite correction de rien du tout, mais on la voit à peine. Donc, on a des marchés actions qui sont extraordinairement résilients. Alors, c'est lié à plusieurs facteurs. Le premier, je suspecte un grand nombre d'acteurs, les docs de Bordeaux, qui tiennent les indices, qui veulent à tout prix, qui veulent leur bonus, hein, tout simplement, donc qui ont la capacité d'acheter des indices, des ETF, alors notamment les grands gérants. Alors, je ne parle pas des gérants small cap, mais les gérants, les gros gérants, les gérants large cap, les gérants indiciels qui font de l'ETF, du tracker pour maintenir les indices. Donc ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est que on a, quoi qu'on en dise, des secteurs qui résistent très très bien. Le secteur de l'énergie, qui profite de la hausse du pétrole pour engranger des profits. Et ça, certaines entreprises ont des performances positives depuis le début de l'année et qui pèsent dans l'indice CAC 40. Hein, je parle notamment de Total. On a un autre gros acteur qui profite de la hausse des taux, ce sont les banques, qui certes reculent depuis le début de l'année, mais ont des performances honorables. Pourquoi? Parce que plus les taux montent et plus la banque peut finalement gratter, faire de la marge en prêtant à des taux élevés sur du long terme et en s'endettant certes à des taux qui remontent, mais en grattant une marge. C'est beaucoup plus facile pour une banque de gratter 50 BP, 50 points de base de frais sur les clients quand vous avez des taux à 3, ça se voit moins. 50 points de base par rapport à 3%, ça se voit moins que gratter 50 points de base de commission quand vous avez des taux à 0. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Le client, il va voir la banque, il dit je ne comprends pas, les taux sont à 0, j'ai 50, 0,5% de frais de dossier, de frais de ceci, de cela. Le client le voit tout de suite. Avec des taux à 3, la banque peut facilement dire, regardez, il y a l'Ukraine, il y a les taux qui ont remonté, il y a l'inflation. Donc 50 points de base de frais, ça passe beaucoup plus facilement qu'avec des taux à 3 qu'avec des taux à 0. Et ça, évidemment, les banques en profitent. Et enfin, un autre secteur qui permet de tirer le CAC 40, c'est le secteur du luxe. Malgré tout ce qu'on dit, malgré les... Et là, je vais taper un peu sur les effondristes, personnes qui n'arrêtent pas de nous parler d'effondrement, etc., etc. Je suis désolé, si on était en situation d'effondrement, on ne verrait pas des sociétés comme LVMH en aussi bonne santé. Si LVMH est en aussi bonne santé, et d'autres, hein, L'Oréal, etc., etc., certes, il y a des patrons comme Bernard Arnault qui sont très doués, voilà, ils sont brillants, ils sont intelligents, je ne dis pas, mais aussi c'est que vous avez une forte clientèle, vous avez énormément de clients qui ont de l'argent. Je suis désolé, c'est vrai, c'est pas forcément agréable à entendre quand on fait partie des personnes qui ont des problèmes de fin de mois difficiles, mais on n'a jamais eu autant de personnes en nombre qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir d'achat et qui profitent pour dépenser de l'argent accumulé pendant la crise du Covid dans le luxe pour faire des cadeaux, pour se faire plaisir. Et ça se voit dans la valorisation des actions du luxe. Et quand on sait le poids du luxe dans un indice comme le CAC 40, bah ça explique tout. Donc voilà un petit peu pourquoi le CAC 40 résiste si bien que ça. Donc plusieurs raisons. On a des raisons d'ordre sectoriel, l'énergie, le pétrole, le luxe, les banques qui profitent de la hausse des taux. Ça, c'est les premiers types de raisons. Et effectivement, un certain nombre d'acteurs sur les marchés qui veulent leur bonus et qui achètent, hein, qui n'hésitent pas, dès qu'ils le peuvent, à acheter des, des actions, des indices, des ETF notamment, pour maintenir les marchés à un niveau qui est assez élevé quand on voit la morosité économique et quand on voit ce qu'on prévoit pour l'année 2023. Parce que quand on regarde le marché de l'emploi, je suis désolé de le dire, le marché de l'emploi fait preuve d'une extraordinaire résilience. Moi, je connais quasiment personne dans mon entourage et pourtant, j'ai quand même un réseau de milieux très différents, des gens qui travaillent dans la santé, dans la plomberie, dans la menuiserie, dans la coiffure, dans le tourisme, dans la formation, dans la banque, dans la finance.
je ne vois personne galérer pour trouver du boulot. Il y a vraiment du, il y a vraiment du travail pour tout le monde. Et ça, évidemment, les marchés le ressentent. Les entreprises ont, du coup, peuvent impacter la hausse des prix sur la population, parce que quand les gens trouvent facilement du travail, bah, les gens consomment plus, ils acceptent l'inflation, ils demandent des augmentations, et s'ils n'ont pas des augmentations, ils s'en vont. Moi, par exemple, bon là, je ne vais pas citer de nom, mais mon ancien employeur, puisque j'ai changé, hein, j'ai changé d'entreprise en juin, mais mon ancien employeur, en premier semestre, là, j'apprends qu'il y a un grand nombre de personnes qui s'en vont. Et ce pas des personnes qui ont été virées, c'est des gens qui ont eu d'autres opportunités, qui profitent sans doute pour aussi pour faire des gaps de salaire. Moi-même, j'ai fait partie, d'ailleurs, je vous avais donné ce conseil hein, en milieu d'année, profitez de cette période inflationniste où finalement il y a encore un marché de l'emploi assez flexible, assez dynamique pour demander de fortes augmentations et pourquoi pas profiter pour changer d'employeur et faire un gap de salaire. Il y a la possibilité de le faire. Ça pourrait ne pas durer. Les banques centrales sont en train de monter les taux. Jérôme Powell a clairement désigné comme responsable de l'inflation les salariés qui demandent trop d'augmentation à son goût. Et pour casser ce marché de l'emploi, il est en train de monter les taux et Christine Lagarde est en train de lui emboîter le pas. Donc attention pour les personnes qui veulent être augmentées, qui s'estiment flouées parce qu'elles ne sont pas assez augmentées par rapport à l'inflation, c'est peut-être la dernière, la fenêtre de tir va se refermer, mais c'est peut-être le moment encore de faire un gap de salaire, de demander une augmentation ou de changer d'employeur. Parce que il y a des chances, il y a des chances pour qu'en 2023, les employeurs passent en position de force, c'est-à-dire qu'on ait une inversion, parce qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui sans doute feront faillite à cause de la montée des taux d'intérêt, à cause de l'envolée des prix des matières premières, et donc on pourrait avoir cette fois-ci plus de candidats qui cherchent un emploi que des employeurs qui cherchent des candidats. Et on pourrait avoir une inversion du rapport de force, donc profitez-en si jamais vous estimez ne pas être payé à votre juste valeur pour faire un move. On passe sur le Dow Jones. Pareil, le Dow Jones qui résiste très très bien. Alors certes, on n'a pas réussi à casser durablement la zone des 34 000 points, mais on a un Dow Jones qui résiste remarquablement bien malgré malgré les nouvelles, malgré les taux qui montent, malgré la tempête qui affecte les fêtes de Noël. On a un Dow Jones qui est vraiment très très dynamique. Alors, ce n'est pas le cas malheureusement pour le Nasdaq. Hein. Le Nasdaq recule. Alors, pour le coup, le Nasdaq, lui, il a perdu tous les gains de novembre ont été reperdus et le Nasdaq revient à ses niveaux du mois d'octobre 2022 et on pourrait retoucher les plus bas de l'année 2022 si s'il n'y a pas d'autres, s'il n'y a pas de bonnes nouvelles pour compenser tout ça. Et donc là, on voit très clairement que la remontée des taux affecte très fortement le Nasdaq. Alors on verra, hein, je présenterai un petit tableau hein, à la fin avec certaines valeurs du Nasdaq qui ont énormément souffert. Le Nikkei, alors le Nikkei qui nous avait habitués à dormir, hein, on s'endormait. Là, ça s'est réveillé, ça a fortement baissé. La bourse du Japon qui a fortement baissé. Pourquoi? Parce que les investisseurs japonais ne s'attendaient pas à se prendre la hausse des taux surprise de la Banque du Japon qui n'avait pas remonté les taux depuis plus d'une décennie et qui a surpris les analystes en remontant les taux pour la première fois depuis très longtemps. Sur la Chine, on a une rebaisse aussi hein, du marché chinois cette semaine. Alors c'est la question qu'on se pose, hein. Est-ce que c'est juste une reprise de souffle après la très forte remontée de ces dernières semaines ou est-ce qu'on va reprendre la tendance baissière hein? Regardez cette ligne rouge, là, la tendance baissière sur la bourse chinoise. On a eu 1, 2, 3, on a eu 5 tentatives de casser la tendance baissière qui ont toutes échoué. Est-ce que cette cinquième tentative va échouer comme les autres? Ou est-ce que cette fois-ci, c'est juste une reprise de souffle avant de repartir à la hausse? Pour cela, il faudrait que la bourse chinoise casse pour de bon
la zone des 14 000 points. Si on casse les 14 000 points et les 15 000 points, là, on pourra vraiment parler de début de retournement de tendance sur la bourse chinoise. Alors l'Inde, ça se passe pas très très bien. La bourse indienne continue à fortement baisser. Alors pour le moment, je ne sais pas si certains savent pourquoi la bourse indienne baisse autant. De mon point de vue, je pense que la bourse indienne paye le contre-coup, hein. La santé de la bourse indienne a été insolente sur toute l'année 2022, puisque en septembre, octobre, au moment où les bourses étaient au plus bas de l'année, la bourse indienne battait un record historique, un all-time high pour la bourse indienne. Peut-être que aussi aujourd'hui, on est en train de payer le contre-coup de tout ça. L'Afrique du Sud se résiste très bien, mieux que le CAC 40, hein. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, prenez l'indice sud-africain, hein, qui est à 67 318, divisé par 10, et ça vous donne finalement l'ordre de grandeur du CAC 40. Pendant quelques semaines, même quelques mois, on avait, quand le CAC 40 cotait 6005 et la bourse sud-africaine cotait 65 000 points. Vous avez vraiment un facteur 10, hein, qui est un hasard, hein. C'est un hasard, mais ça permet un peu de voir. Là, le CAC 40 est revenu à 6500 points, alors que la bourse sud-africaine, qui, si elle avait fait la même performance que le CAC, aurait dû tomber à 65 000 points, on est à 67 318 points. Donc la bourse sud-africaine résiste très bien, et ça, c'est grâce en particulier à tout ce qui est diamants et métaux précieux. Et je termine sur les actions par le Brésil, qui a très bien rebondi sur la zone des 100 000 points. Je vous en avais parlé de cette zone des 100 000 points. Elle a très très bien tenu le coup. Et là, on revient au niveau des 107 000 points. Alors, je vais passer maintenant aux métaux précieux. Les métaux précieux, l'or qui a échoué à casser la zone des 1820 $, hein, c'est une grosse zone de résistance, mais, qui se maintient à portée de cette zone. On a encore hein, l'or qui est en tendance, hein. On voit que l'or reste en tendance haussière, même si on s'essouffle à casser la zone des 1820 $. Pareil pour l'argent, hein, l'argent qui continue à pousser. Là, on va avoir une grosse zone de résistance qui est la zone des 24 $, les 24,20 $, mais l'argent se maintient en dessous de cette résistance. Il est vraiment en tendance haussière, hein. Regardez un petit peu, on a, depuis octobre, hein, l'argent a pris 20%, c'est énorme. Donc ça tient très très bien la route. Je vous avais dit, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez hein, de mes vidéos en mai, juin, que l'argent, moi j'étais confiant à 22 $ l'once, que c'était une bonne zone d'achat. J'avais été démenti hein, puisque l'argent a cassé les 22 $, il a même cassé les 20 $, et il a même cassé les 18 $. Moi, je ne suis pas démonté. J'ai gardé mes positions, alors j'avais de grosses pertes, hein, je ne vous le cache pas, en montant. Mais j'ai tenu mes positions. Et là, le marché a fini par me donner les raisons. Et là, on a l'argent qui est remonté fortement et est revenu vers les 24 $ l'once. Alors, malheureusement pour le palladium, c'est pas le même cas, hein. Le palladium qui a fortement, qui continue à corriger, hein, qui est revenu à 1650 $ l'once, hein, le palladium. Je vous rappelle qu'on partait de 2200 $ l'once il y a encore au mois de novembre. On était à plus de 2100, 2200 $ l'once. On est revenu à 1650 $ l'once, hein. Le palladium, ironie du sort, est même revenu sous l'or, puisque le palladium cotait plus cher que l'or. Une once de palladium valait plus qu'une once d'or. Au moment où je vous parle, l'once de palladium vaut moins qu'une once d'or. Donc là, on est sur un niveau hein, de support important. Il ne faut surtout pas casser la zone des 1600 $ l'once pour le palladium, sinon ça pourrait aller beaucoup, beaucoup plus bas. Sur le platine, on ne fait pas grand-chose, on continue de yoyoter autour des 1000 $ l'once. Alors, je continue sur les matières premières. Alors, sur les matières premières, on a eu le pétrole hein, qui rebondit sur la zone des 70 $, qui est en train de tester la zone des 80 $. Mais attention, ça reste un rebond technique.
dans un marché baissier. Je vous rappelle qu'on vient de 120 $ le baril, 130 $ le baril au moment de l'invasion de l'Ukraine. Là, on est à 80 $ le baril. On est en dessous du niveau qu'avait le baril avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc le pétrole reste quand même sous pression. On a eu un beau rebond technique, mais on est quand même dans une tendance de baissière à moyen terme. L'autre actif qui a très mal réagi cette semaine, ça a été le gaz naturel qui s'est littéralement effondré, qui a perdu plus de 20% sur la semaine. Hein, regardez, hein, on est passé de 6500 à 4865, donc plus de 20% de baisse. Hein. Là, le gaz, il est revenu au niveau d'avant la guerre en Ukraine. On est sur un gros support. Hein, vous voyez cette ligne rouge, hein, ce support de long terme, hein, qui démarre en 2018, 2019. Donc là, on est sur un gros support, hein, la zone des 4000, 4500, 4800, hein, qui a rarement été cassé. Voilà, on l'a testé un petit peu là au début 2022. Donc c'est une grosse zone de support. Alors pourquoi cette forte baisse? Très difficile. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que une partie des opérateurs commencent à anticiper la fin de la guerre en Ukraine, que la Russie et l'Ukraine vont finir par s'essouffler dans cette guerre et que on va finir par ouvrir les vannes. Et donc, du coup, bah, forcément, si on ouvre les vannes, il y aura plus de gaz sur le marché. Et donc, du coup, bah, forcément, s'il y a plus d'offres de gaz sur le marché, avec une demande équivalente, on a les prix qui baissent. Deuxième raison, peut-être plus de court terme, c'est l'actualité météorologique aux États-Unis. Hein. Les Américains consomment énormément de fuel, de gaz en cette période de Noël, parce que bah, forcément, on invite du monde, on voyage, on se déplace. Ça consomme énormément d'énergie. Or, avec cette bombe cyclonique, hein, avec cette tempête qui occupe 70% du territoire américain, beaucoup d'Américains vont rester calfeutrés chez eux durant cette période de Noël. Et ça, évidemment, ça veut dire moins de consommation de gaz, d'électricité, hein, et donc du coup, baisse des cours du gaz. Ça, voilà, ce sont pour moi les deux explications pour justifier cette forte baisse du gaz. Néanmoins, on va arriver sur des supports importants, sur des supports intéressants pour les investisseurs de long terme. Voilà. Sinon, sur le reste, pas grand-chose. Le cuivre qui fait du surplace, le blé, pas grand-chose. Le maïs, pas grand-chose. Voilà, hein. Donc voilà, vraiment, sur les matières premières, ça a été une semaine calme, à part le pétrole qui a eu un beau rebond technique de quasiment 10% sur la semaine, et le gaz qui, à l'inverse, s'est effondré de 20% durant cette semaine. Je termine par les cryptos, pas grand-chose à signaler. Le Bitcoin qui yoyote autour des 17 000 points et l'Ethereum autour des 1250 $ l'Ethereum. Alors, conclusion, malgré des nouvelles pas terribles sur le plan monétaire au niveau des taux, les marchés financiers tiennent remarquablement le coup. Qui aurait cru, après, je rappelle, hein, les événements sur l'année 2022, la guerre en Ukraine, la fermeture de la Chine avec la politique zéro Covid, hein, la Chine s'est fermée au monde pendant quand même de nombreux mois, l'envolée de l'inflation, le krach obligataire avec des taux français qui sont passés de 0% il y a un an à 3% fin 2022, que le CAC 40 ne perde que 8,5% depuis le début de l'année. Ça, c'est une grosse surprise. C'est vraiment, ça pour moi, ça a été la surprise avec, hein, des entreprises qui ont profité, hein, l'énergie. Hein, cette hausse ne vient pas de nulle part. On a d'un côté, oui, effectivement, un certain nombre d'acteurs, des gérants, des docs de Bordeaux qui veulent pousser les indices vers le haut, mais il n'y a pas que ça. Sinon, on aurait vu la même chose pour le Nasdaq. Il y a aussi certains secteurs qui alimentent la hausse. Je rappelle, hein, les banques. Hein, bon, c'est malheureux, hein, mais bon, bah voilà, elles peuvent marger plus facilement les clients. C'est plus facile de cacher une petite marge avec des taux à 3% qu'avec des taux à 0%. Donc les banques. On a aussi dans une moindre mesure les compagnies d'assurance. On a le secteur de l'énergie
et du pétrole, et le secteur du luxe qui profite, faut pas croire, il y a un certain nombre de gens qui ont de l'argent et qui ont du pouvoir d'achat. Voilà un petit peu pour ce point de marché. Je vais passer maintenant au focus sur mon portefeuille. Alors sur mon portefeuille, j'ai réalisé un rollover cette semaine afin d'éponger mes pertes obligataires suite à une nouvelle poussée de fièvre sur les taux français et allemands. Donc c'est ce qui explique un petit peu cette baisse. J'ai réalisé, parfois il ne faut pas avoir peur de réaliser des pertes, de dire bah voilà, je me suis trompé. Donc j'ai réalisé, j'ai vendu un certain nombre d'actifs obligataires et j'ai racheté à des taux plus élevés, puisque quand les obligations baissent, ça veut dire que les taux montent. Donc j'ai vendu des CFD obligataires pour en racheter. Donc j'ai transformé des moins-values latentes en moins-values réalisées. Et c'est ce qui explique un petit peu cette baisse à ce niveau. Au niveau de mon portefeuille total, au niveau de mon portefeuille total, alors j'ai injecté, j'ai mis un peu d'argent dans mon portefeuille de trading, j'ai mis 10 000 euros cette semaine, parce que bah, voilà, je compte passer pas mal d'ordres en début 2023. Donc globalement, ma performance réalisée, elle est de 0,82%, donc elle ne bouge pas énormément. Par contre, j'ai une performance totale qui a baissé cette semaine, puisque j'étais quasiment revenu à moins 1,8%. Et là, après 2 semaines, je suis à moins 4,42%. Donc ça c'est bon, c'est pas voilà, c'est pas terrible. Bon, maintenant il y a pire, il y a pire. Le ratio de latence qui baisse. Alors pourquoi il baisse? Parce que j'ai réalisé des moins-values obligataires, et ces moins-values, j'ai aussi réalisé des plus-values. Donc évidemment, si je réalise des plus-values, mon stock de plus-values latentes diminue, et j'ai réalisé pas mal de plus-values latentes sur l'argent. J'ai été très longtemps cette année en moins-value sur l'argent, avec des moins-values très fortes, moins 1000, moins 1100, moins 1200 euros sur l'argent et l'or. Et là, évidemment, j'étais repassé à plus 250 euros de plus-value cette fois-ci sur l'argent. Et là, j'en ai profité pour vendre certaines positions sur l'argent et réaliser des plus-values, ce qui explique évidemment la baisse de ce ratio de latence. Et puis, le côté positif, c'est que j'ai énormément de réserves. C'est pour cela que j'ai injecté 10 000 euros dans mon portefeuille de trading. Ça me permet d'avoir un taux de marge de pas loin de 90%. On est à 89% de taux de marge disponible, ce qui me donne la possibilité de passer pas mal d'ordres en 2023. Alors, quelques chiffres de l'année, je vous les avais promis, parce que c'est bien de parler. Donc ça, c'est en gras, en tout, c'est la performance de mon portefeuille. Donc je perds 1,55% sur la semaine, pas très bonne semaine. Je perds 2,25% sur 5 jours, 1,15%, je gagne 1,15% sur un mois, et je suis en perte de 4,42% sur l'année. Alors, on dit toujours dans l'absolu, je stresse, mais effectivement, en relatif, je me console. Quand je regarde le reste, le CAC 40, qui est l'indice qui a le mieux performé, mieux que le Dow Jones, bah, le CAC 40 perd 8,2%. Donc quand même, ma performance reste quand même moitié, je perds 2 fois moins que le CAC 40. Le Dow Jones, pareil, qui perd que 8,5% depuis le début de l'année. Et alors là, je passe, le Nasdaq qui perd 34% depuis le début de l'année. Donc certes, qui a fait plus 0,2% le 23 décembre, mais qui perd 2% sur une semaine, 6,5% sur un mois et 34% sur l'année 2022. Le S&P 500 qui perd 4,5% sur un mois et 20% depuis le début de l'année. Certaines actions Apple qui perd, qui est en baisse sur la journée du 23, sur la semaine, sur le mois et sur l'année, qui perd 27% depuis le début de l'année. Tesla, alors là, Tesla, je connais certaines personnes qui même j'avais conseillé
certaines personnes à qui j'avais conseillé de diversifier, de faire, d'investir dans, d'avoir un portefeuille vaste, surtout les investisseurs. Moi, je connais des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, je leur ai conseillé de diversifier, de mettre de l'obligataire, profiter des taux qui ont remonté pour faire un peu d'obligataire, de faire des investissements de la défiscalisation Girardin, de faire de la SCPI, d'investir un petit peu dans l'or, dans l'argent. Bah, elles n'ont rien fait. Elles ont fait quasiment un all-in sur Tesla, hein. Il y a Elon Musk déclenche énormément de passion, hein. Beaucoup de gens suivent Elon Musk comme un gourou. Voilà, Tesla perd 1,76% rien que sur la journée du 23 décembre, perd 20% sur la semaine. Elle s'est littéralement effondrée sur la semaine, 32% sur un mois et deux tiers de sa valeur, 66% sur un an. Tesla, ça a été un bain de sang. Et d'ailleurs, Elon Musk n'est plus l'homme le plus riche du monde, hein. Je le rappelle, l'homme le plus riche du monde, Cocorico, il est français. On n'a pas gagné la Coupe du Monde, on a perdu de peu, hein, la Coupe du Monde, mais on a l'homme le plus riche du monde en cette fin d'année 2022 qui est français. C'est le patron de LVMH. Regardez, on le voit en dessous. Alors, LVMH a pas mal perdu. Elle était même repassée dans le vert sur 2022. Mais là, on a reperdu, hein, on a pas mal reperdu cette semaine. Et on termine l'année, on va terminer l'année à moins 7%. Voilà pour LVMH. Et Microsoft qui perd quand même 30% depuis le début de l'année. Et là, on voit, hein, mon portefeuille qui finalement résiste, hein, avec une volatilité assez contenue, hein, puisque durant toute l'année 2022, mon portefeuille a fluctué entre plus 2% et moins 10%. Donc, on a fluctué dans un range de 12% pour terminer l'année à peu près autour des moins 4, on est à moins 4,42%. Alors, quand on analyse un petit peu les contributions, alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pas mal allégé mon portefeuille sur l'argent. L'argent était ma position principale. J'ai pris une partie de mes plus-values sur l'argent, ce qui explique pourquoi je suis moins exposé à l'argent. Par contre, effectivement, j'ai investi pas mal sur le gaz naturel, hein. J'ai essayé de rentrer sur le gaz naturel parce que je trouve que le gaz qui a encore quelques semaines cotait 10 000 dollars, aujourd'hui on est à moins de 5 000 dollars. Donc je me suis dit que c'est intéressant de rentrer à ces niveaux, hein, de 5 000, 5 500, 5 800, 6 000. Et donc je suis rentré sur le gaz, sans doute trop tôt, hein, mais ça c'est très difficile de timer le marché, sans doute trop tôt. Et donc évidemment, j'accuse, hein, 800, j'ai 800 euros ici de moins-value sur le gaz, hein. Donc ça, c'est tout récent, hein. J'avais déjà des moins-values la semaine, mais là, comme j'ai investi, du coup, forcément, j'ai investi et les marchés ont continué à baisser. Et donc, du coup, bah, voilà, bah, c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude. Je vais tenir ma position, hein, puisque bon, mon exposition sur le gaz, c'est 6 000 euros. Bon, 6 000 euros sur un portefeuille de 40 000 euros, bon, il n'y a pas de risque. Même si le gaz tombe à 2 000, même s'il perd encore 50%, bon, voilà, je ne risque pas d'avoir des appels de marge. Je reste aussi avec un portefeuille qui est quand même assez diversifié, hein. En bleu, c'est la poche obligataire. En rouge, la poche action. En jaune, la poche métaux précieux. En vert, la poche matières premières. Et en marron, la poche Forex. Et le marron clair, c'est la poche crypto. Donc j'ai un portefeuille qui est quand même assez diversifié. Et c'est aussi ce qui m'a permis de limiter la casse, hein, durant cette année 2022. Même si tous les actifs ont baissé, j'ai pu, grâce à la diversification et grâce du trading dynamique, hein, puisque j'ai commencé par acheter de l'argent en début d'année, j'ai fait le dos rond quand l'argent a baissé, j'ai vendu mes positions, une partie de mes positions sur l'argent quand je suis passé dans le vert, j'ai fait pareil sur l'obligataire, hein, je suis resté peu exposé à l'obligataire durant une grosse partie de l'année, hein, et j'ai investi, je suis rentré sur l'obligataire quand les taux français étaient déjà à 1,8, étaient quasiment à 2%. Donc une grosse partie
du krach obligataire, je ne l'ai pas subi. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi finalement je limite la casse en matière de moins-value par rapport aux principaux marchés, notamment les marchés actions. Mais si je vous mets le marché obligataire, c'est pareil, hein, les portefeuilles obligataires sont en moins-value de moins 20, moins 25% depuis le début de l'année. Avec mes moins 4%, je m'estime plutôt heureux. Voilà un petit peu. Alors ça, c'est la photo détaillée de mon portefeuille, de mon portefeuille. Là, vous voyez, hein, donc j'ai un bloc, un bloc de 11 500. Vous voyez, c'est quasiment 11 500 euros investis sur l'obligataire. Donc finalement, je ne perds que 88 euros sur cette poche obligataire. Je peux m'estimer heureux quand on voit le crack qu'on a eu sur le marché obligataire, hein, parce que 11 000 euros d'investis, 88 euros de perte, alors que le marché obligataire est en baisse de 20% depuis le début de l'année. Donc je devrais plutôt avoir 2 500 euros de moins-value. Finalement, je m'estime plutôt heureux. Les marchés actions sur 11 555 euros investis, 690 euros de perte, donc ça fait à peu près 5% de perte, alors qu'on a vu que les marchés actions perdent beaucoup plus que 5%. On tourne à moins 8, moins 10% pour les meilleurs indices, jusqu'à moins 20, moins 30% sur des indices comme le S&P et le Nasdaq, plutôt bien. Les métaux précieux, je suis quasiment à l'équilibre, j'étais même dans le vert, mais j'ai réalisé des plus-values sur l'argent. Donc, c'est ce qui explique pourquoi je suis en moins-value de moins 50 euros. Mais moins 50 euros de moins-value sur 6 400 euros d'investi, pareil, c'est plutôt bien d'être flat parce que globalement, depuis le début de l'année, les métaux précieux, si on intègre le palladium et le platine, sont en baisse. Sur les matières premières, là, effectivement, je baisse de 911 euros investis, 911 euros de perte sur 7 800 euros investis. Donc, je suis à 11-12% de perte sur les matières premières. Quand on voit l'effondrement du gaz, même du pétrole, la baisse du blé, du cuivre, enfin, à part le cuivre, pas trop, le blé, le maïs, finalement, je m'estime pas si mal loti que ça. Les cryptos, bon, effectivement, alors là, pour le coup, les cryptos, je perds un tiers de mes investissements en crypto, peut-être ouais, 20, ouais, un tiers, 30% de pertes sur les cryptos. Là encore, alors par rapport au portefeuille, c'est peanuts, mais même par rapport à mes investissements en crypto, quand on sait que les cryptos ont perdu plus de 75% depuis le début de l'année, hein, même le Bitcoin et l'Ethereum, moi, j'ai des pertes que de à peine 25 à 30%, je m'en tire pas si mal. Sur les dérivés, pas grand-chose. Et sur le Forex, je perds à peu près une centaine d'euros sur 4000 euros investis, notamment sur l'euro-dollar, puisque j'ai acheté du dollar contre l'euro, parce que je pense qu'il va y avoir des troubles pour moi en zone euro en 2023, des tensions entre les pays, des tensions de spread, et ça pourrait provoquer des secousses sur le marché d'échange et notamment sur l'euro. Voilà un petit peu mes positions. Donc ça, c'est un petit peu le résumé de ce que j'ai pu faire, hein. Donc il n'y a rien de différent, c'est par écrit de ce que j'ai pu vous dire. Donc voilà un petit peu ma stratégie, donc une stratégie très diversifiée, une stratégie, j'évite de faire un all-in sur un actif, hein. Ça, c'est vraiment ma devise, c'est vraiment c'est mon plan de bataille, hein, depuis maintenant 20 ans que je travaille sur les marchés. Les marchés, alors je vous ai parlé beaucoup de la bourse, mais je peux intégrer l'immobilier aussi, puisque j'investis dans l'immobilier, soit l'immobilier physique ou la SCPI, ou le Girardin, qui n'est pas vraiment de l'immobilier, mais globalement, j'évite de faire un all-in sur un seul actif parce qu'on ne sait jamais, jamais où va aller le marché. Hein, il y a un an, on nous disait que l'or irait à 3000 $ l'once. L'or, certes, il a remonté, mais on est loin des 3000 $ l'once. Hein. On est même loin des 2000 $ l'once. Hein. Donc, l'argent, certains le voyaient à 100 $ l'once. Bon, certes, on n'est plus à 17 $ l'once, on est à 24, même pas.
mais on est loin des 100 $ l'once. Donc, il faut toujours faire attention aux investissements, toujours faire attention à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, et ça, évidemment, ça nécessite de se former, de passer énormément de temps à suivre les marchés, à suivre la fiscalité aussi qui évolue, à suivre l'actualité politique, l'actualité géopolitique, l'actualité sanitaire. Enfin, il faut passer énormément de temps là-dessus. Ou, ou se faire accompagner par quelqu'un, par un conseiller qui, lui, peut passer du temps à vous aider pour mieux investir. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc, ça a été le dernier point de marché de l'année. Je vais essayer, si j'ai un petit peu du temps, de vous faire une vidéo sur mes prévisions. Je vais me risquer à cet exercice, hein. Mes prévisions sur l'année 2023. Comment je vois l'année 2023? Donc là, évidemment, c'est un exercice, il faut être humble. J'ai 90% de chances de me planter, parce que en général, dans les prévisions, c'est très rare, mais je vais quand même vous donner mon point de vue, mes pronostics, avec évidemment toutes les pincettes qui vont avec. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite un agréable week-end, de bonnes fêtes de fin d'année si vous êtes en vacances, un joyeux Noël. Prenez bien soin de vous, hein, c'est souvent en cette période. Voilà, bah, je pense à toutes celles et ceux qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu un être cher, qui ont des problèmes de couple, qui se séparent, qui sont seuls, qui ont des problèmes de santé. Voilà, c'est important aussi de penser à celles et ceux qui, malheureusement, traversent des moments difficiles dans la vie. Moi, heureusement, de mon côté, tout va bien. Mais effectivement, malheureusement, la vie, hein, il y a des hauts et des bas. Et je pense j'ai une pensée à toutes celles et ceux qui traversent des moments difficiles. Voilà. En tout cas, je vous souhaite malgré tout d'excellentes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël et j'espère vous retrouver début 2023 pour celles et ceux qui sont en vacances et peut-être avant si j'ai un peu de temps pour vous faire un focus sur mes prévisions pour les 12 prochains mois. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Salut tout le monde.